l'emploi est une des priorités du chef de l'État, et notamment l'emploi des personnes handicapées avec des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Oui, tout à fait, ça a été annoncé lors de la conférence nationale du handicap en décembre dernier. Donc il y a des mesures symboliques du type la Cour des comptes, le Conseil d'État vont désormais avoir l'obligation des 6% pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis il y a des mesures plus structurelles, comme par exemple le triplement des accords d'entreprise concernant le handicap. Jusqu'à présent, il n'y en a pas du tout assez. Mais ça s'explique, en réalité, c'est que bien souvent, dans les conférences sociales, le handicap n'est pas pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle, avec la ministre du Travail, Myriam El Khomri, nous organisons dans les suites immédiates de la conférence sociale une table ronde au ministère du Travail sur ce thème spécifique. Et puis, une autre raison importante qui fait que les personnes en situation de handicap ont moins d'emplois que les autres, c'est qu'elles sont moins formées. Et donc, la loi sur la formation professionnelle de mars 2014 joue aussi un rôle important, puisque les personnes handicapées vont pouvoir avoir, comme tout le monde, un compte personnel de formation qui sera abondé par les structures spécifiques du handicap. Et puis enfin, je travaille avec l'AGFIP et le FIPHFP sur des prestations d'accompagnement qui sont nouvelles, qui n'existent pas jusqu'à présent dans le handicap, puisque jusqu'à présent, ces deux fonds, vous savez, qui sont alimentés par l'argent qu'on paye quand on n'a pas les 6% de travailleurs handicapés, dans le public ou dans le privé. Ces deux fonds, ils financent essentiellement des adaptations au poste, mais qui sont souvent des adaptations pour des personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec un déficit sensoriel, surdité ou cécité. Et là, ce que je travaille avec eux, c'est d'élargir ces prestations à d'autres types de handicap mental et handicap psychique en particulier, qui peuvent nécessiter, en fait, non pas une aide technique, mais un accompagnement humain, à la fois pour la personne, mais aussi pour l'entreprise qui l'emploie, pour que l'entreprise, en fait, soit rassurée sur, finalement, comment se comporter avec la personne et comment faire en cas d'absence, etc. Et donc ça, c'est extrêmement important et ça devrait, je pense, aboutir dans les semaines qui viennent. Un dernier point qui n'est pas l'un des moins compliqués, l'accessibilité des personnes handicapées, notamment dans les bâtiments publics, avec une loi qui est sans cesse repoussée. On a vu des associations de Parisiens de France, notamment en Lozère, qui se sentent vraiment la dernière roue du carrosse, qui ne comprennent absolument pas comment on peut faire pour les aider. Mais d'un côté, si je peux ajouter, c'est vrai que tu as raison, les associations qui représentent les personnes handicapées poussent bien évidemment pour que les bâtiments publics soient accessibles aux personnes handicapées, mais de l'autre côté, il y a quand même une partie de la population qui est un peu interrogée, parce que quand on voit parfois les sommes assez énormes qu'il faut, je cite un exemple qui a été dit lors du dernier conseil municipal à Mende, par exemple pour mettre aux normes le cinéma ici à Mende, c'est 1 million d'euros de travaux. En période de déficit, on le sait, chômage, crise, difficulté de pouvoir d'achat, ça peut aussi heurter quand même la population. Alors comment on fait pour concilier les deux il y a aussi le politiquement correct, mais il y a aussi les réalités économiques. C'est pas forcément évident de tout concilier. L'accessibilité universelle, c'est-à-dire l'accessibilité de tous à tout, c'est pas un supplément d'âme, c'est un droit. C'est aussi simple que ça. Alors après, il faut regarder les choses en face. La loi de 2005 qui disait qu'il fallait que tout soit accessible à tout le monde au 1er janvier 2015, elle n'a été que très partiellement appliquée, c'est-à-dire que 30% des établissements qui reçoivent du public, c'est-à-dire pas seulement les établissements publics, aussi les commerces, ce qu'on appelle les ERP, c'est public et privé, il n'y en a que 30% en France qui sont accessibles au 1er janvier 2015. Comment faire pour avancer ? Bien, nous avons mis tout le monde autour de la table et nous avons regardé pourquoi la loi n'a pas été correctement appliquée. La première des raisons, c'est que les normes imposées par la loi 2005 étaient trop exigeantes, trop compliquées. Avec des exemples simples. Par exemple, dans un bâtiment, il fallait forcément que ce soit l'entrée principale qui soit accessible. Si la topographie, l'endroit faisait que c'était plus simple d'organiser l'accessibilité par une entrée secondaire, jusqu'à présent, ça n'était pas possible dans la loi. Nous avons simplifié un certain nombre de normes, en accord avec l'ensemble des fédérations professionnelles, des associations de personnes handicapées, justement pour que ce soit faisable, en fait. Pour qu'il n'y ait pas, par exemple, d'obligation d'ascenseur dans tous les restaurants qui ont une mezzanine. Jusqu'à présent, c'était ça. Il y a des tas de petits restaurants, ils ont une mezzanine, ils n'ont pas les moyens de mettre un ascenseur. Et donc, si le même service est rendu au rez-de-chaussée, désormais, il n'y a plus de nécessité
de mettre un ascenseur. Donc les normes ont été simplifiées. Et puis deuxième élément qui a fait que la loi n'a pas été correctement appliquée, c'est qu'il ne s'est rien passé pendant 10 ans, c'est-à-dire il n'y a eu aucun accompagnement, aucun contrôle, et tout le monde a été mis à la même enseigne, aussi bien une petite boulangerie que une grande multinationale qui a des dizaines et des dizaines de grandes surfaces. Donc il fallait faire des différences et de l'accompagnement. C'est ce que nous avons fait en créant les agendas d'accessibilité programmés, qui sont en cours d'être déposés dans les mairies, dans les préfectures. La date butoir, c'était le 27 septembre 2015, mais on sait bien qu'il y en a encore beaucoup qui sont en train d'être déposés. Je n'ai pas encore les chiffres du nombre de dossiers déposés pour une raison simple, c'est que l'immense majorité sont déposés dans les mairies, et que pour l'instant, donc, c'est en train de transiter entre les mairies et les préfectures. Mais déjà, d'ores et déjà, je sais qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de dossiers qui sont déposés, et donc des dizaines de milliers d'établissements recevant du public qui, pour la première fois depuis longtemps, se sont posé la question de l'accessibilité, ont fait faire des devis et ont programmé les travaux. Et moi, mon objectif, il est très clair. Aujourd'hui, il y a à peu près 330 000 établissements recevant du public qui sont en accessibilité sur les 1 million qui existent en France. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans 3 ans, il y en ait 800 000. Parce qu'en réalité, sur les 1 million, il y en a 81% qui sont ce qu'on appelle de type 5, c'est-à-dire qu'ils reçoivent moins de 150 personnes. Et ceux-là, en général, ils ont 3 ans pour se mettre aux normes. Et donc, l'objectif, c'est dans 3 ans qu'il y ait 800 000 établissements qui reçoivent du public qui soient aux normes. Et ça coûtera beaucoup moins cher que ce que l'on imagine, en fait, parce que les normes ont été simplifiées. Et puis parce qu'il y a aussi... c'est des stéréotypes, en fait. On pense que ça va coûter très cher, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, par exemple, jusqu'à présent, c'était des rampes en dur qu'il fallait construire. Désormais, on peut mettre une rampe amovible. Ça coûte 10-15 fois moins cher. Donc, il faut vraiment organiser les choses de façon pratique pour que les personnes aient effectivement accès aux services, mais sans faire des dépenses démesurées. Voilà la logique.